Immense et à propulsion nucléaire, ce n'est pas ta mère. Après près de 30 ans dans les limbes, l'amiral Nakhimov revient en mer. Conçu pour affronter les porte-avions de l'OTAN, ce croiseur de 28 000 tonnes à propulsion nucléaire a été mis en réserve après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, jugé trop coûteux à démanteler ou exploiter. Aujourd'hui, après une coûteuse rénovation, elle est de retour. Doté de missiles Scalibr, de défense aérienne moderne et de zircons hypersoniques, Nakhimov n'est pas une relique. C'est un avertissement, un monstre de la guerre froide réactualisé hante le XXIe siècle. Mais voilà le hic. Le navire essaie peut-être à la pointe de la technologie, mais la marine qui le soutient ne l'est pas. Avec des budgets serrés et peu d'entretien, il est incertain que la Russie puisse maintenir cette forteresse flottante opérationnelle. Alors, Nakhimov est-il une véritable menace ou simplement un bluff spectaculaire qui navigue à crédit ? Première histoire. L'amiral Nakhimov est l'un des 4 grands navires de classe Orland, ou Kirov selon l'OTAN, construit par l'Union soviétique dans les années 1980. Il devait en être les atouts majeurs de la marine soviétique au XXIe siècle. D'immenses croiseurs lance-missiles à propulsion nucléaire conçus pour surpasser les groupes de porte-avions américains et affirmer la puissance maritime soviétique à l'échelle mondiale. Le fait qu'ils soient à propulsion nucléaire était encore plus important qu'on ne pourrait le penser, car les soviétiques étaient très prudents quant aux navires de surface auxquels ils installaient un réacteur. Aucun de leurs 6 porte-avions construits n'en a jamais reçu, étant simplement alimentés par du carburant fossile à la place. Avec 252 mètres de long et un déplacement de 26 000 à 28 000 tonnes, les Orlan comptaient un parmi les plus grands bâtiments de combat de surface non porte-avions depuis la Seconde Guerre mondiale. Conçus pour la grande vitesse, ils dépassaient 30 nœuds dans des conditions idéales et étaient très armés, avec 20 missiles anti-navires P-700, Granit et des missiles solaires longue portée S-300F. Grumble reflétant la doctrine soviétique d'armement massif sur une coque rapide à la fin de la guerre froide. Nakhimov a été construite au chantier naval baltique de Leningrad en mai 1983, lancée en 1986 et entrée en service dans la flotte du Nord le 30 décembre 1988 sous le nom de Kalinin. Sa carrière a été très brève car après l'effondrement de l'Union soviétique, en 1991 et la catastrophe économique qui a suivi, la marine russe indépendante, héritière du Kalinin, a constaté qu'elle ne pouvait plus entretenir des navires de guerre aussi grands et complexes. En conséquence, en 1992, après même pas une demi-décennie de service, le Kalinin a été renommé Amiral Nakhimov et effectivement mis en réserve, ses systèmes les plus fragiles et coûteux étant scellés autant que possible pour ralentir son taux de dégradation dans les années à venir. En 1997, elle a été transférée aux révisions 08 où elle resterait pendant plus de 2 décennies. C'était tout de même mieux que pour la plupart de ses navires sœurs. L'amiral Ushakov, le plus ancien, a été désarmé en 2002 puis abandonné jusqu'en 2019, date de sa démolition décidée. L'amiral Azarev, deuxième plus âgé, a été désarmé en 1999 puis démoli en 2021. Piotr Veliki, la plus jeune et la moins chère à entretenir, est restée en service jusqu'en 2022, date de sa mise en réserve à Sverodinsk. Ils sont soit sur le point de la démolir maintenant que Nakhimov retourne en service, soit ils vont chercher derrière le canapé assez d'argent pour la remettre en marche également. Cela dépend à qui vous posez la question. La route vers la modernisation. Comme vous pouvez probablement le deviner du fait qu'elle a été initialement transférée à Sverodinsk en 1997 et qu'elle ne reprend du service que maintenant, le processus de remise en état de Nakhimov a été une longue saga de faux départs, de problèmes budgétaires et de délais sans cesse repoussés. En fait, sa remise à niveau devait commencer dès août 1999, mais les travaux significatifs n'ont débuté qu'environ une décennie plus tard, puisqu'il a fallu attendre 2008 pour que les techniciens achèvent même les étapes préparatoires de base, comme le déchargement de son combustible nucléaire usé. Cependant, en 2012, alors que l'économie russe ne ressemblait plus qu'à un homme légèrement souffrant, plutôt qu'à un mourant à qui l'on administre les derniers sacrements et que l'on mesure pour son cercueil, un véritable plan de modernisation détaillé, baptisé Projet 1144-2M, a finalement été achevé, définissant comment ces armes, ces capteurs et ces réacteurs allaient être modernisés pour le XXIe siècle. Un contrat de 50 milliards de roubles,
environ 800 millions de dollars, a été signé en juin 2013 pour remettre Nakamov en service en 2018. Cependant, un délai de 5 ans s'est avéré un peu trop optimiste. La modernisation physique a débuté fin 2014 lorsqu'elle a été mise en cale sèche et que les ingénieurs ont retiré les anciens systèmes. Un schéma habituel des grands projets maintenant militaires a suivi. Les calendriers optimistes ne cessent d'être repoussés, la date d'achèvement passant à 2020, puis 2021, puis 2024, et maintenant, ce qui semble en fait réaliste, comme nous allons le voir, peut-être 2026. Les délais n'étaient pas les seuls à enfler et à gonfler, car le budget aussi, avec la plupart des estimations qui atteignent désormais environ 200 milliards de roubles. C'est multiplié par 4. Malgré les revers, Moscou a persévéré, car les autres options de construction étaient encore moins réalisables. Par exemple, la Russie avait voulu construire ceci, le projet 2356-0 télédétection par laser, un mastodonte de 19 000 tonnes, un destroyer-croiseur furtif à propulsion nucléaire doté de toutes les dernières technologies. Mais malgré une approbation remontant à 2013, il est maintenant dans les limbes de la conception, les hauts gradés de la marine passant apparemment plus de temps à débattre pour savoir s'il a réellement été annulé qu'à essayer de construire ce fichu navire. Face à de telles situations, le nouveau programme d'armement de l'État russe, un plan de 2018 qui définissait les 9 prochaines années de développement militaire, s'est plutôt concentré sur la modernisation des navires lourds existants plutôt que sur la construction de nouveaux. Ce raisonnement tenait, car en 2018, 4 coques Orlan existaient, même délabrées, contrairement à l'IDA, qui n'était qu'une idée du ministre de la Défense Sergueï Choïgu. Nakamov retourne en mer. Et en effet, comme nous l'avons dit plus tôt, 2026 semble bien être la véritable échéance car en 2025, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Nakamov a réellement navigué. Le 18 août, après près de 30 ans d'inactivité, elle a quitté Sverodowinsk pour entamer ses essais en mer. Des remorqueurs ont escorté le croiseur de bataille renaissant, tandis que des ouvriers du chantier naval et des nationalistes russes se massaient sur le quai pour l'observer gagner les eaux libres. Une chaîne Telegram pro-militaire a simplement légendé ce moment. Le cœur du navire bat de nouveau. Selon des rapports de Agence télégraphique de l'Union soviétique, une agence de presse russe d'État, les premiers essais, qui sont toujours en cours au moment où nous écrivons ces lignes, seront limités à la mer Blanche, suivis d'essais plus poussés dans la mer de Barents à la fin de l'année et jusqu'en 2026. Ces essais seront sans doute aussi intenses, car l'opération militaire russe en Ukraine, prévue pour 3 jours, dure maintenant depuis 1281 jours, leur seul porte-avions, l'amiral Kuznetsov, est en cale sèche depuis 2017 et la Russie doit réussir ses essais pour ne pas perdre davantage de crédibilité militaire mondiale. La crédibilité militaire russe est probablement à l'un de ses plus bas niveaux historiques, seul 1905 avec la défaite face au Japon lors de la guerre russo-japonaise et 1918 lorsqu'ils ont été éliminés de la Première Guerre mondiale et forcés de signer le traité humiliant de Brest-Litovsk ayant été pire. Oui, il y a en réalité de nombreux enjeux dans ces essais. Malgré toute la pression, il semble enfin que les choses se passent plutôt bien. Des rapports d'Ivestia, un journal russe, suggèrent qu'elles a répondu aux attentes lors de ces premières phases, même si, comme toujours, parce que, c'est la Russie, il faut prendre ces affirmations avec une certaine prudence. Mais si nous devons prendre ces rapports au pied de la lettre, la priorité immédiate est la vérification des systèmes. Propulsion, énergie, navigation, électronique et communication, tous ces éléments essentiels. Quant à tous les éléments passionnants, c'est-à-dire ces armes, selon les médias russes, elles resteront scellées jusqu'à la mi-2026, lorsqu'elle doit se rendre en mer de Barents pour des exercices de tir réels. Même après avoir surmonté ces obstacles, Nakhimov ne sera pas considérée comme pleinement opérationnelle, ni remise en service tant qu'elle n'aura pas terminé les essais d'acceptation d'État, dernière vérification pour l'approbation opérationnelle finale de la Russie. Sur la date de fin, agence télégraphique de l'Union soviétique, RBC Venomovsky, Zvezda, RT et Lanta rapportent tous la même chose. Ce sera fin 2026. Mais qu'elle réussisse ou non à franchir cette étape n'est qu'une partie de l'histoire, car ce qui compte vraiment maintenant, ce n'est pas seulement le fait qu'elle navigue à nouveau, c'est avec quoi elle navigue. Alors, allons jeter un coup d'œil au nouveau Nakamov, d'accord ? Le nouveau Nakamov. Amener Nakamov dans les années 2020 impliquait de refondre totalement ses armements et capteurs.
L'amélioration principale était le remplacement des lanceurs P700 granit grand tube inclinés sur les flancs avant par un système moderne de lancement vertical, intégré au pont et enfoui dans la coque. Ce changement a profondément transformé les capacités et la flexibilité des missiles du navire. Plus précisément, l'ancienne configuration comprenait 2 fines rangées de 20 lanceurs à angle fixe pour les énormes missiles Granit, conçus pour un unique rôle anti-navire. Elles ont été remplacées par 10 blocs modulaires, 3 S-14 UKSK, système de lancement vertical, chacun avec 8 cellules universelles, pouvant lancer divers types de missiles. Dire que c'était une simple amélioration serait un euphémisme, car Nakamov peut désormais tirer toute la famille des missiles de croisière calibrant, dont les versions anti-navires SSN, 27 d'attaque terrestre SSN, 30A et anti-sous-marine SSN 31. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg, car elle peut aussi tirer le missile hypersonique 3 M22 Zircon. Et au cas où vous auriez besoin d'un rappel, les missiles hypersoniques sont ceux qui vont 5 fois plus vite que la vitesse du son. C'est plutôt rapide. En somme, Nakamov est devenu un camion de missiles flottants, lourdement armés, pouvant transporter jusqu'à 80 armes de frappe longue portée personnalisées. Certaines sources reconnaissent qu'il pourrait y avoir un peu moins de missiles à bord une fois opérationnels, mais la capacité de 80 cellules reste la limite de conception, sans preuve concrète que toutes ne seront pas régulièrement remplies. La puissance de feu défensive a également reçu un renforcement tout aussi significatif. La modernisation a retiré l'ancien système de défense aérienne à longue portée S-300F du croiseur ainsi que ses radars de guidage associés pour les remplacer par un ensemble de missiles solaires plus avancés. Et vous vous demandez peut-être, lequel exactement ? En réalité, les responsables russes sont restés étrangement discrets sur le système exact qu'elle embarque, mais on pense généralement qu'il s'agit d'une variante modernisée du S-300 ou d'un système S-400 d'une certaine sorte. Les radars de conduite de tir à réseau phasé à l'avant et à l'arrière montrent la modernisation, indiquant que Nakamov peut désormais guider bien plus de missiles solaires contre des cibles entrantes qu'à l'origine. Aucun rapport russe précis n'indique le nombre exact de missiles transportés, mais le chiffre le plus fréquent est de 96 cellules de missiles anti-aériens. Considérez cela comme un chiffre provisoire jusqu'à ce que les Américains obtiennent une photo satellite d'elle et le confirment. Ces missiles, quel que soit leur nombre, ne sont pas les seuls systèmes de défense aérienne que porte Nakamov 2.0, puisqu'elle dispose également de systèmes de défense rapprochés pour les menaces d'à courte portée. Ces anciens modules Cortec ayant été remplacés par des Panzer M1. C'est clairement une amélioration, car au minimum ces modules sont livrés avec « Oh, nous avons intégré des capacités de résistance au brouillage ». Ils peuvent également tirer 10 000 coups par minute, ce qui est vraiment beaucoup. La modernisation a aussi renforcé les capacités anti-sous-marines de Nakamov. Elle transportait déjà lance-roquettes et torpilles pour ce type de mission, mais a ajouté le système Packet NK, un petit lance-torpille efficace contre sous-marins et torpilles ennemies, ainsi que les missiles anti-sous-marins Odved. Odved, pour expliquer davantage, est essentiellement une arme de frappe à distance qui peut être lancée depuis le système de lancement vertical Royaume-Uni SK. Elle transporte une torpille autoguidée légère parachutée près d'un contact sous-marin détecté. Ensemble, ces systèmes offrent aux navires une défense en profondeur contre les menaces sous-marines, allant de l'interception de torpilles à courte portée à l'attaque de sous-marins situés à des dizaines de kilomètres. Le cœur technique de Nakamov, incluant propulsion et énergie, reste basé sur le nucléaire. Ils ont exactement les mêmes réacteurs, 2 unités KN-3 en tandem. Mais ils ont été largement révisés et modernisés. Cela signifie que Nakamov a effectivement une autonomie illimitée, limitée seulement par la nécessité de recharger périodiquement les réacteurs tous les 10 ans environ. Et ils doivent aussi se réapprovisionner en nourriture et autre chose tous les 60 jours. Et pour relier tous ces éléments, il y a un ensemble modernisé de systèmes de commandement, de contrôle et de capteurs. Bien que tous les détails ne soient pas publics, la remise à niveau a impliqué l'installation de radars tridimensionnels modernisés, de réseaux de conduite de tir et d'équipements de guerre électroniques. Il est aussi logique de penser que les systèmes de navigation et d'information de combat soviétiques de Nakamov ont sûrement été remplacés par des versions numériques. Même la marine russe, attentive à son budget, considère ces systèmes comme la norme. Il semble vouloir bien faire pour Nakamov, donc il serait étrange qu'elle ne reçoive pas cette mise à niveau. Et puis il y a son installation aéronautique, qui est pratiquement exactement la même qu'à l'époque de la construction soviétique. Il n'y a pas tant de façons d'améliorer une hélisurface.
Quant à ce qu'elle lance, ce sont des KA-27 ou des KA-31, le premier étant un modèle de lutte anti-sous-marine et le second étant destiné aux missions de détection et de contrôle aéroportées. En résumé, le nouvel amiral Nakamov est un navire presque neuf dans une vieille coque, équipé de missiles longue portée, de défense aérienne avancée et de capteurs modernes, toujours propulsé par sa centrale nucléaire d'origine qui faisait la force de la classe Orland dans les années 1980. La stratégie derrière l'acier. Jusqu'ici, tout est simple. Nous avons vu l'histoire de l'amiral Nakamov avant sa remise à niveau, son retour en mer et son apparence actuelle depuis que Moscou dépense des roubles. Et pourtant, ce que nous n'avons pas encore examiné, c'est comment il compte réellement utiliser cette chose. Alors faisons-le, d'accord ? Heureusement, nous ne manquons pas d'informations, grâce aux nombreux analystes et professionnels militaires ayant donné leur avis aux médias russes. Pour faire court, en ce qui concerne Moscou, elle n'est pas une relique de gloire passée ou un simple objet de prestige. Elle doit être l'atout majeur de la flotte du Nord, conçue pour des frappes longue portée, la défense aérienne et la coercition en mer. Elle n'agira pas seule et, fait particulièrement intéressant, elle ne sera pas envoyée en Ukraine ou plutôt dans la mer Noire juste en dessous. En résumé, elle passera la plupart de sa vie dans l'Arctique selon la gazette Rossiska qui affirme « Après sa modernisation, l'amiral Nakamov devrait devenir le nouveau navire amiral de la flotte du Nord ». Cependant, il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour trouver des suggestions selon lesquelles elle pourrait se retrouver plus loin de temps en temps. Mikhail Boudouchenko, le directeur du chantier naval Sevma, ayant déclaré à nos vieux amis de Agence télégraphique de l'Union soviétique, je cite, « Le croiseur est capable d'accomplir des missions de combat partout dans les océans du monde. » Alexandre Timourkine précise dans Vizgliad. La présence d'un tel navire dans l'Atlantique Nord forcera l'OTAN à mobiliser trop de ressources. Dans la même interview, il a aussi indiqué qu'elle pourrait porter des armements nucléaires, affirmant que Nakamov deviendra un important facteur de dissuasion grâce à sa capacité à lancer de nombreux missiles de croisière. Dans le cas des ogives nucléaires, son effet dissuasif est comparable à celui d'un sous-marin lanceur d'engins nucléaires. Fin de citation. Donc vous vous demandez peut-être, pourquoi n'avons-nous pas mentionné ce détail plutôt important dans le chapitre précédent, Simon ? Et c'est assez simple, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas pu le vérifier du tout. Le Centre d'études stratégiques et internationales décrit simplement les missiles de croisière Kalibor comme à haute puissance explosive et pouvant transporter une ogive nucléaire. De même, le Centre national de renseignement aérien et spatial de l'États-Unis Air Force les a seulement qualifiés de potentiellement nucléaires. En d'autres termes, le fait que les calibres soient incapables de transporter une ogive nucléaire n'a pas encore été confirmé, sans parler du fait que de tels missiles se retrouveraient ensuite à bord du Nakamov. Pour revenir à la question sur les intentions des Russes avec le Nakamov, ils insistent sur le fait qu'il n'opérera pas seul. Vladimir Moltsev, chef du mouvement de soutien à la flotte russe, a déclaré à Agence télégraphique de l'Union soviétique « Les navires meurent parce qu'ils opèrent seuls ». Timokhin précise « 3 ou 4 navires océaniques avec le croiseur formeront un point de frappe que tout le flanc nord de l'OTAN devra arrêter. » Fin de citation. Ce sentiment de portée orchestrée est aussi lié à l'utilisation des missiles. Le journaliste naval russe Ilya Kramnik, cité dans RBC, affirme que des navires comme le Nakamov sont essentiels pour que la Russie projette sa puissance au-delà de ses côtes. Pour le citer, s'il est nécessaire d'assurer une présence dans les océans, alors des navires comme le Nakamov sont nécessaires. Fin de citation. Dans ce modèle, elle devient le principal signal naval de la Russie, avertissant qu'elle peut frapper des cibles terrestres et maritimes à des milliers de kilomètres. Le véritable analogue de ce navire n'est pas un porte-avions. Cette ferme de missiles mobiles peut surgir, lancer des salves ou menacer de le faire puis repartir. Il est cependant important de souligner, et nous voulons vraiment insister sur ce point, compte tenu, vous savez, de l'actualité, que les médias russes précisent également que Nakamov ne sera, selon toute vraisemblance, pas déployé en mer Noire pour aider à la guerre en cours contre l'Ukraine. Le colonel Mikhail Kodounikov écrit d'ailleurs sans détour dans l'Orossavskaya Gazeta que, je cite, « La participation de Nakamov à l'opération militaire spéciale est hautement douteuse ». Fin de citation. Et franchement, on peut comprendre pourquoi aussi, car ce serait tout simplement impraticable. La mer Noire est en grande partie fermée aux navires comme le Nakamov, en raison de la convention de Montreux que la Turquie applique activement.
La Russie doit-elle risquer un incident diplomatique avec un voisin juste pour déplacer un navire de guerre? Et pour l'instant, non. Non, ce n'est pas le cas. Même s'il pouvait le passer, un navire comme le Nakamov n'a aucun sens tactique en mer Noire. Elle élimine des cibles à distance dans des conditions protégées. Entre la taille de la mer et la présence de nombreuses batteries de missiles ukrainiennes sur le littoral, toutes prêtes à abattre un autre Moskva, ces conditions ne conviennent tout simplement pas à ce navire, n'est-ce pas? Ce n'est pas un outil tactique pour ce théâtre, mais un outil stratégique pour d'autres. Bien sûr, si vous demandez aux sources russes, elles pourraient tout à fait l'envoyer en mer Noire si elles le voulaient, quand elles ne veulent tout simplement pas. Timokin, par exemple, Saint-Soul a soutenu son affirmation en disant que si la défense aérienne fonctionne bien, aucune attaque de missiles isolés n'est dangereuse. Ça fonctionne et l'équipage est formé. C'est ça, la véritable clé. Au final donc, l'amiral Nakamov n'est pas présenté au public russe comme un symbole de nostalgie. Il est présenté comme un système d'armes, un levier politique et un outil pour façonner le théâtre des opérations. Un outil autour duquel l'OTAN doit désormais organiser son budget. Nous devons nous demander à quel point nous croyons vraiment au récit officiel russe. Si vous consultez les analystes occidentaux, la réponse est généralement bien plus négative. Dmitri Gorenberg, du Centre d'analyse navale, souligne la rapide perte des compétences russes en construction navale post-soviétique. Après l'effondrement de l'Union, la Russie avait hérité de nombreux experts, mais les plus anciens sont décédés et les plus jeunes approchent de la retraite. La Russie en a-t-elle fait assez pour développer ses talents et les transmettre à la nouvelle génération? Il est certain que des efforts ont été faits dans la défense et l'aérospatiale. Cela explique pourquoi la Russie continue de produire le jet Ilyushin 96, bien que personne ne l'achète, et développe des modèles avancés comme le char T-14 Armata, alors qu'un autre pays dans sa situation économique achèterait des modèles étrangers prêts à l'emploi. Et de plus, le fait que Nakamov soit maintenant de retour en mer, apparemment sans qu'aucune catastrophe majeure ne se soit produite, laisse entendre que, oui, la Russie maîtrise réellement la situation. Mais n'oubliez pas que la maintenance, la logistique et le développement soutenu peuvent être des choses bien plus difficiles à maîtriser que de simplement construire un navire. Je veux dire, demandez donc à l'amiral Kuznetsov comment elle s'en sort si vous voulez une preuve de cela. C'est aussi quelque chose que Siddharth Karchal de l'Institut royal des services unis commente en attirant l'attention sur le fait que la marine russe s'éloigne des navires capitaux pour se concentrer sur une force composée de corvettes, de frégates et de sous-marins, précisément parce que, selon lui, ils ne peuvent tout simplement plus soutenir les gros navires impressionnants, ni financièrement, ni logistiquement. Voici une réflexion pertinente que nous souhaitions ajouter. On pourrait facilement dire que la situation du Kuznetsov c'est peut-être juste une exception. Peut-être qu'elle avait tout simplement une conception médiocre qui, pour une raison ou une autre, ne se prêtait vraiment pas à la durabilité à long terme. Gardez cette idée en tête. Cette vieille dame est la sœur du Kuznetsov, le Varieg qui, aujourd'hui nommé Liaoning, est le premier porte-avions chinois en service. Pas de panne en cours de voyage, pas d'année passée à quai en réparation. Elle fonctionne tout simplement. Considérez aussi ce point. Piotr Veliki, l'Orland encore en service, fonctionnait jusqu'à fin 2022 avant d'être immobilisé à Smodovinsk où il reste depuis. Étant donné qu'il n'y a pas de problème majeur avec la classe Kuznetsov et que la Russie accumule des navires capitaux usés dans ses ports, il semble que la Russie ait perdu la capacité d'entretenir correctement ses navires. Cela s'avérera-t-il vrai ? Nakamov sera-t-il un navire fantastique avant de lentement se détériorer, puis d'être à nouveau amarré et hors service ? Ou comme le disent les sources russes, Moscou s'est-elle simplement dotée d'un nouveau navire amiral impressionnant pour intimider l'OTAN pendant des années ? Eh bien, au final, seul le temps nous le dira. Merci d'avoir regardé.